Bonsoir chers téléspectateurs, amis d'Expression et de Label. Merci une fois de plus d'être avec nous. Et ce soir, nous recevons spécialement une dame, Madame Béatrice Oluchi, qui est là. Ensuite, nous parlerons dans la deuxième partie de la chronique de Soulé, parce qu'aujourd'hui, on veut se limiter simplement à l'entretien avec vous, Madame Béatrice Oluchi. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente mes compagnons Innocente Courant. Bonsoir Innocent. Soulé Agara. Bonsoir Soulé. Bonsoir Madame Oluchi. Madame Oluchi, est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement aux téléspectateurs? Bien sûr. Alors je m'appelle Béatrice Oluchi, je suis éducateur de santé en naturopathie, maintenant depuis une dizaine d'années. Et c'est une passion pour moi, étant donné que c'est vraiment une transmission que j'aimerais pouvoir remettre un petit peu à tout le monde, étant donné que nous ne sommes pas faits pour être malades. Donc on va en parler un petit peu de tout ça. Donc en tant qu'éducateur, j'ai vraiment la passion de transmettre. Qui est-ce qui a besoin de cette éducation? Écoutez, tout le monde, puisque nous sommes des êtres humains. L'homme n'est pas fait pour être malade, comme je l'ai dit tout à l'heure. On le devient nous-mêmes dû à nos erreurs. Oui. Donc il faut cette éducation pour savoir de quoi on est fait et qu'est-ce qui fait qu'on devient malade. Il y a vraiment une explication, ce n'est pas un hasard. Maman, sauve-moi. Eh ben, nous, aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est on est heureux de vous voir rentrer dans le monde de la littérature, parce que c'est un roman que vous écrivez quasiment. Oui. D'accord? C'est pour ça que vous êtes là, parce que notre première partie, on parle de littérature. Très bien. Et vous êtes tombé dans la littérature accidentellement. C'est vraiment arrivé comme ça. Très bien. Et quand on regarde le titre de cette œuvre-là que vous avez écrite, dans sa formulation, on sent déjà du tragique. Oui, c'est Est-ce que tragique. vous pouvez nous dire pourquoi? Bien sûr, c'est tragique. Vous savez que c'est une maladie qui est une maladie orpheline déjà et surtout héréditaire. Donc ça concerne énormément de personnes dans le monde. Ah, je crois qu'il y en a plus de 50 millions de personnes qui en souffrent de cette maladie. Donc imaginez le cauchemar des foyers. Oui. Identifier la maladie déjà, il s'agit de quelle maladie? De la drépanocytose. Quand on regarde, on voit histoire vraie. Oui. C'était important de le préciser quand même parce que vous savez, étant donné qu'il n'y a aucune solution pour cette maladie et la solution elle existe aujourd'hui, donc je préfère mettre histoire vraie parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne peuvent pas croire qu'on peut se sortir de là. D'accord. Et c'est bien, pardon de vous interrompre, Oui. et qui vont penser que ce n'est pas simplement un roman, mais c'est un vécu. Oui, c'est Très important de bien préciser que c'est vraiment une histoire vraie. On est à la limite de la biographie. Oui, c'est un peu la biographie par rapport à comment est-ce que j'ai abordé cette maladie. Ce livre est un témoignage, un rappel, un appel, un avertissement tout à la fois. Alors c'est surtout un message. Hein, c'est tout d'abord un message. C'est vrai que c'est un témoignage, d'accord, mais c'est plutôt un message d'espoir, parce qu'il y a quand même un espoir là-dedans, étant donné que jusqu'à présent il n'y a pas de solution. Bon ben là, je ramène quand même une solution. Mais c'est en même temps aussi un avertissement. Il n'y a pas un peu d'avertissement? Attention à ce que vous faites, attention à ce que vous mangez, attention à ce que vous buvez. Oui. L'avertissement, d'accord. Vu comme ça, ok, c'est vrai que oui, je peux vous avertir, voilà, comment est-ce que vous arrivez à la maladie, comment défaire une maladie ou comment devenir aussi malade, je peux vous le dire. Pour revenir au tragique du livre, moi je dirais, bon, en fait il y a un dénouement heureux. Oui. Au final, les enfants sont en bonne santé. Mais si on parle de tragique, parce que tout simplement, il y a Madame Oluchi qui est très généreuse. C'est pas parce que ses enfants s'en sont sortis qu'elle croit que c'est gagné. Et sa générosité est démontrée par le fait qu'elle pense que le livre est tragique parce que tout simplement, avec ses enfants en bonne santé, il y a encore d'autres enfants, malheureusement, qui sont encore malades. Et voilà pourquoi elle a ce manque, elle n'est pas satisfaite. Et ce qui donne à ce livre-là cette connotation, ou bien cette finalité qui est tragique en dépit de la bonne santé de ses proches. Voilà, cette générosité-là, on la sent parce qu'elle n'était pas obligée d'écrire ça. Voilà pourquoi je parle de rappel, d'appel. Oui. Hein, j'ai parlé d'appel, de rappel, d'un avertissement. On a l'impression que c'est tout ça en même temps. Oui. Mais on sent votre générosité parce que vous livrez. C'est votre intérieur que vous livrez. C'est votre vécu que vous livrez. Vous vous mettez à découvert. Bien sûr.
Mais vous savez, cette générosité, pourquoi? Parce que, comme je l'explique dans le livre, moi-même, j'aurais perdu mes enfants, ils seraient morts avec cette maladie. Comme je l'ai dit, à l'époque, je serais devenue folle. Donc je sais qu'il y a beaucoup de parents qui perdent aussi leurs enfants et ils vivent des cauchemars. Donc oui, c'est vrai, comme vous dites, je ne suis pas satisfaite. Tous les enfants, ce sont nos enfants. C'est pas parce que nos enfants sont dans nos maisons que c'est vraiment ceux-là qui sont les nôtres. Ce sont tous les enfants qui sont les nôtres. Donc si vous arrivez à avoir une souffrance dans l'enfant de l'autre, ben, c'est quand même votre enfant. Donc voilà, moi je sais que là où nous sommes là en train de discuter, je sais qu'il y a des foyers qui sont dans la souffrance à l'heure actuelle. Il y en a qui sont en train de mourir, il y en a qui sont en train de souffrir, il y en a, enfin, ils sont dans le cauchemar, quoi. Oui. Ouais. Pour arriver à cet optimisme que vous nous permettez de partager, on voudrait avoir un contenu du témoignage. Comment avez-vous vécu la situation de maladie avec vos enfants en compagnie de votre mari? Comment est-ce que vous avez vécu cela? Le cauchemar, en fait, c'est tout simplement ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes là tranquillement, admettons, on va à la plage ou bien on va se détendre le week-end, par exemple. Ben, vous êtes là et puis tout d'un coup, l'enfant commence à arriver, la crise arrive comme ça, sans prévenir. Donc, il faut tout ramasser, il faut vite rentrer. Et puis, à chaque fois, chaque crise, moi, je ne savais pas si demain, je vais revoir mon enfant. Ça c'est la première chose. Nous, les mamans, on pense à ça parce que, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà eu une rage de dents. Quand ils ont des douleurs, c'est une douleur, ça monte, ça monte. Il n'y a pas un moment où ça descend. C'est une douleur qui monte, qui monte, qui monte. C'est vraiment un cauchemar. Les crises sont fréquentes? Ah oui, moi je me rappelle qu'on avait droit à toutes les 3 semaines à peu près. Hein. Mais vraiment, toutes les 3 semaines. Hein. Et les deux étaient malades en même temps? Pas vraiment en même temps. J'ai surtout le plus grand qui en a beaucoup souffert parce que le pauvre, il a eu aussi tous les essais que j'ai pu faire sur lui. Et si vous voulez, la 3e, elle est arrivée quand même. Il y avait déjà des petites choses qui étaient mises en place. Donc elle a un peu moins souffert dans le sens où je faisais plus de lâcher prise avec elle. Avec le premier, j'ai eu beaucoup de rigidité. J'avais peur. Je l'ai beaucoup dirigé avec la peur. La dernière, il y avait beaucoup moins de peur. Voilà. C'est des douleurs très handicapantes qui ne permettent pas de vaquer à autre chose. Hein. Ah non, exactement, tout s'arrête. Ils ont besoin de rester là, s'allonger et ça pleure, quoi. Et vous êtes là, en fait. Sans solution. Sans solution, vous êtes désarmés, vous êtes là et vous pensez qu'une chose, c'est la vérité, c'est la mort. Tout le temps, vous êtes là et vous êtes persuadés parce que quelquefois, moi je me rappelle, il m'est arrivé de voir mes enfants convulser et de me dire bon, mais là c'est bon. Je le raconte d'ailleurs dans le livre à un moment donné où il avait convulsé, j'ai été obligée de le passer sous l'eau froide. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça, mais il est revenu à la vie. Donc j'ai essayé plein de choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, maman, sauve-moi. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un de vos enfants qui a dit quelque chose? C'est ça. Qui vous a piqué? Oui, mon fils à l'âge de 12 ans. Justement, le pauvre, parce que depuis des années, il me voyait toujours arriver avec plein de, on va appeler ça fantaisie aujourd'hui à la maison. J'ai trouvé ça, tiens, essaye ça, peut-être que tu ne seras plus malade. Donc, il était un bon cobaye parce qu'il était très volontaire. Avant Dieu, il y avait d'abord sa mère, parce qu'il me regardait comme un Dieu, parce qu'il avait l'impression qu'il n'y avait que moi qui allais le sauver. C'est ça, un enfant d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que je le remercie aujourd'hui parce que vraiment mon fils m'a fait confiance. Je lui ai fait des essais, c'est-à-dire qu'au début, on a commencé d'abord avec l'allopathie. Au fur et à mesure, je me rendais compte que les crises revenaient, mais encore 2 fois plus fortes. Après, on m'a donné conseil en disant que on est en Afrique, il faut essayer les plantes. Moi, au début, je voulais rejeter un petit peu tout ça, donc j'ai essayé aussi les plantes. Mais je me rends compte que les plantes, la manière dont on l'utilise aujourd'hui, ce n'est plus à l'origine comme il fallait faire. Donc c'est bourré d'erreurs. Donc mon enfant, il a souffert avec tous ces entraînements que j'ai pu avoir sur lui. Et c'est vrai qu'un jour, il avait 12 ans et là, il m'a regardé, il m'a fait « Maman, ne t'embête pas, hein. De toute façon, là, il faut arrêter. Je préfère mourir que de souffrir si la vie, c'est de souffrir. » Et là, quand il a dit ça, franchement, dans ses yeux, j'ai vu que la prochaine crise, il ne va plus s'accrocher à la vie. Ça, je l'avais vu. Et là, je me suis dit, non, là, ce n'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose. Ça, je l'ai senti au fond de moi, qu'il y a des solutions. Ce n'est pas possible. Nous étions en quelle année, là?
Alors maintenant, il y a 20... que je ne me mêle pas les pédales. Hein. Mon fils aujourd'hui, il a 25 ans. Il avait 12 ans à l'époque. Vous êtes fort en calcul, ça fait combien ça? Ça fait au moins une dizaine d'années. Voilà, oui, nous sommes dans la 14e année, c'est ça. 14e année aujourd'hui. Et c'est vrai que la dernière fantaisie que j'ai emmenée à la maison, merci, ce n'était pas une fantaisie, c'était vraiment quelque chose vraiment de... C'est un passé révolu maintenant, hein, au sein de la famille, c'est un passé... C'est le passé. Quand on pose la question à la dernière, elle ne se rappelle pas des crises, par exemple. Wow. Ah. Et le fils aussi, dernièrement, on l'a interviewé un petit peu justement sur ces crises. Et j'étais surprise, il disait oui, c'est vrai, je me rappelle avoir souffert un peu, mais tous les bons souvenirs aujourd'hui ont remplacé ces mauvais souvenirs. Félicitations à vous, ah, oui. C'est exemplaire ça. Ouais. Et puis avec cette souffrance, au bout d'un moment, vous avez décidé qu'il fallait aller faire une formation pour trouver la bonne solution. Vous savez, par rapport à la formation, je me rends compte aujourd'hui que dans le monde, on nous propose quand même un peu de tout et il faut s'en sortir dans tout ce qu'on nous présente parce qu'il y a de tout et de n'importe quoi aussi. Ah. Comme je vous ai parlé par exemple des plantes tout à l'heure, il est vrai que j'ai essayé de faire des écoles où on me disait que c'est de la naturopathie. Et vous êtes là, vous étudiez des plantes. Et au bout d'un moment, vous comprenez que la naturopathie, ce ne sont pas des plantes. Ça, c'est plutôt de la naturothérapie. Donc avec le langage, on est trompé en fait, on confond tout et c'est vrai que quand j'ai découvert la naturopathie, c'est vraiment l'art de s'auto-guérir. Ce n'est pas, il n'y a pas de notion de remède. En naturopathie, on n'a pas de remède. Ah, oui. On ne parle pas de remède. C'est-à-dire que quand on dit remède, ça veut dire que vous avez par exemple un problème. Donc vous allez prendre quelque chose qui va pouvoir éliminer ce problème. Ça c'est un remède, d'accord, ou masquer le problème. Donc pour moi, vous ne pouvez pas vous en sortir dès lors où il y a un problème et que vous cherchez le produit miracle pour effacer. Parce que dès lors où il y a une maladie, elle a été créée. Donc il faut apprendre à défaire justement, à retrouver d'autres habitudes qui vous emmènent plutôt à la vitalité, à la santé, plutôt qu'à la maladie. La maladie, c'est plus un ami qui nous veut du bien, qui nous prévient qu'il y a trop de désordre dans le corps, qu'est-ce qu'on fait, plutôt qu'un ennemi qu'il faut abattre. Les aliments, ce n'est pas des remèdes. Alors, les aliments, si vous voulez, ce sont des aliments... il y a des aliments qui existent qui sont spécifiques à notre tube digestif et qui est là pour nous régénérer. Donc, bien souvent, quand nous sommes malades, c'est parce que nous nous éloignons de notre nature et nous désobéissons aux lois de notre nature. Donc, l'alimentation peut être notre médicament à condition que ça soit le bon choix. Le bon choix, voilà. C'est une question de connaissance. Hein, chaque type de vivant... Il reste les fonctions vitales, comme la respiration pour l'homme. Bien sûr. Qui est complémentaire. Oui, c'est la première nourriture. Hein, quand vous venez sur Terre, la première nourriture que vous prenez, c'est de l'air. Le bon oxygène. Mais en parlant le côté physique, c'est-à-dire de la nourriture même que nous consommons dans la bouche, je tenais quand même à dire qu'il faut savoir que chaque type de vivant sur Terre a une alimentation bien spécifique. Si vous avez une puce sur un chien, la nourriture qu'il va manger, c'est le sang du chien. Il va sucer le sang, c'est sa nourriture. Donc l'homme aussi a sa nourriture, les animaux ont leur nourriture, les oiseaux aussi ont leur nourriture, etc. etc. Mais comme nous sommes des grands explorateurs... nous ne sommes pas omnivores. Non, si nous étions omnivores, est-ce qu'on aurait un tube digestif qui mesurait 7,50 m par exemple ? Notre tube digestif mesure 1,50 m, il y a une raison, on nous a mis des ongles, on n'a pas des griffes. Si on était fait par exemple pour manger de la viande, je pense qu'on aurait des griffes, parce que les griffes c'est fait pour capter la proie. Mais on n'a pas tout ça, donc il faut se poser des bonnes questions. C'est tout ça qui m'a emmené à poser des bonnes questions. Il n'y a pas de raison véritablement scientifiquement prouvée qui nous autorise à manger un peu de viande. Alors, quand on me pose ce genre de questions, avec tout ce que l'on voit sur Terre, voilà maintenant moi comment je fonctionne. C'est-à-dire que je me dis, voilà, je suis un être humain, j'ai des outils, de quoi je suis fait, comment est-ce que je vais faire pour manger. Maintenant, si vous me dites qu'il faut manger peut-être un peu de viande quand même et autres, je ne sais pas, si je vois une vache passer, je ne vais pas lui courir après et puis lui croquer dans la cuisse. Si j'étais capable de le faire, je dirais oui, je suis faite pour manger comme ça. Maintenant, on peut manger maintenant des petites protéines.
Je vous donne un exemple, c'est-à-dire des sous-produits animaux, on va dire. Oui. Plutôt des insectes, parce que si nous mangeons des animaux qui sont déjà plus gros que nous, il faut savoir que votre corps il va peiner pour pouvoir éliminer tout ça. Le problème, c'est ça. La maladie, c'est tout ce qui a été mal dégradé dans le corps qui fait que ça reste prisonnier et le corps a cette intelligence d'essayer de trouver l'homéostasie interne, c'est-à-dire l'équilibre. Votre corps, lui, il est toujours là pour vous aider à vivre. Parce que s'il n'y avait pas cet équilibre, l'intelligence du corps pour trouver cet équilibre, chaque bêtise que nous allons faire, on va mourir. Mais le corps a cette capacité d'expulser tout ce qui est mauvais, mais nous confondons la maladie et le nettoyage. Malheureusement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est de plus en plus malade. On va de moins en moins bien. Hein. Oui, on va de moins en moins. Par rapport à l'alimentation, nous avons aujourd'hui des produits qui nous viennent de l'agronomie et de l'agriculture. Et nous avons aussi les engrais qui viennent avec. Nous avons aussi la cherté des produits qu'on appelle bio. Est-ce que nous avons les moyens d'une alimentation raisonnable ? Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Alors moi, personnellement, je sais qu'avec ma famille, on voulait vraiment la santé. Donc, si vous voulez une super belle paire de chaussures, vous allez miser tout ce qu'il faut pour avoir cette paire de chaussures. Donc, chez moi, la nourriture, c'est la même chose. C'est-à-dire que je préfère miser de la qualité. Et puis attention, c'est pas parce que c'est cher que c'est bon. Ça aussi, il faut faire attention. Là, moi, je suis au Gabon. Je sais que quand je cherche vraiment de la nourriture assez saine, j'essaye d'aller voir un petit peu, fouiller un petit peu plus les marchés. Je pose des questions aux vendeuses et je découvre qu'il y en a, ils sont très sensibles, ils ne veulent pas utiliser des engrais chimiques, ils vont plutôt utiliser des caca de poule comme ils disent et je trouve que c'est bien. Mais et ce sont ces personnes que je vais aller. Est-ce que leurs déclarations, ces vendeuses qui ont besoin d'argent, est-ce que leur témoignage suffit pour attester que le produit est... Alors moi je suis quelqu'un, quand je cherche, je trouve. Donc à partir du moment où je vous pose des questions, la manière dont vous allez de répondre. Oui, la manière dont vous allez me répondre, déjà je vais réussir à capter déjà un petit quelque chose. Si vraiment j'ai des doutes, je serais même curieuse d'aller voir votre plantation. Je visite beaucoup les plantations, j'adore ça. Ouais. Madame, donc il y a des petites choses que vous pouvez voir si la personne triche ou non, pardon. Madame, je sais, pour répondre à Souley en même temps, moi j'ai une astuce au marché pour voir les produits qui sont infectés d'engrais, de pesticides. Quand les légumes est très joli, il est beau, il est joli, je m'en méfie. Oui. Parce qu'avant que je ne voie les légumes, il y a d'autres êtres vivants qui devaient en profiter. Par exemple, quand je vois les feuilles de bissap trouées un peu partout, c'est bon. Ça veut dire que c'est bon, parce que la chenille a goûté. Elle a pris sa part, moi je veux prendre le reste. Mais si la chenille elle-même ne veut pas de ce bissap, il faudrait mieux que je ne le mange pas. Ah oui, ça c'est vraiment C'est l'astuce. Il faut se méfier des fruits jolis. Il y en a qui se méfient plutôt des fruits et des légumes qui sont vilains. Ce sont les vilains qui sont les meilleurs. Exactement. Pour la santé en fait. C'est ça. Voilà. Ça, et par rapport à ce que vous dites aussi, regardez aujourd'hui, on n'arrive plus à laver une salade. Il n'y a plus rien dans les salades. Avant, moi je me rappelle quand j'étais petite, on lavait les salades, on voyait des verres remonter. On mettait la On ne voit plus de verres aujourd'hui. La salade, c'est comme, je sais pas moi, un dessin animé là. Vous êtes devenu après, comme vous l'avez dit déjà, naturopathe vitaliste. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait savant pour nous autres et sûrement pour nos téléspectateurs. Vous savez, la vie ne peut pas se vouloir et se détruire en même temps. Donc nous sommes des personnes déjà, des vitaux à la base. On a de la vitalité qui nous anime. La naturopathie, à la base, nous sommes tous des naturopathes à la base. C'est-à-dire on est venu sur Terre, on a une façon normalement de pouvoir se diriger au niveau de la santé et autres. Ça, on connaissait tout ça avant à la base. Aujourd'hui, on ne sait plus ce que ça veut dire être... Intitulement, c'est ça? Pardon? Intitulement ou bien par transmission? Non, il y a des lois qui existent, les lois de la nature. Donc, être naturopathe vitaliste, c'est tout simplement obéir aux lois de la nature. Et ça existe déjà depuis des années. Vous voyez bien, par exemple, que... le père de la médecine qui est Hippocrate, qui dit que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Exact. Donc à partir du moment où on est là-dedans, on peut être que dans la vitalité. Maintenant, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, si pour vous c'est assez clair, mais
pour moi, toutes les mamans devraient même être éducateurs de santé en naturopathie. C'est peut-être Tout simplement. la question clé dans ces échanges. On va un peu inverser. C'est apprendre à manger, c'est ça, être naturopathe? C'est apprendre à penser, Penser. apprendre à manger. Oui, penser, manger. ok. Manger, voilà, c'est ça. Et apprendre à... En fait, en naturopathie, on le sait bien, même dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de place au hasard. Alors, sur la question de la pensée, comment est-ce qu'on apprend à penser? Ben, reconditionner son mental. On est bien d'accord que déjà, si vous vous nourrissez mal, vos pensées, vous allez mal penser, de toute façon. Il y a interaction. Exactement. Vous avez votre corps physique et vous avez le corps, le corps vital, donc votre vitalité, et vous avez l'âme qui vient habiter ce corps. Donc le corps, c'est quand même le véhicule. La seule condition pour venir sur Terre, c'est d'avoir un corps humain. C'est notre véhicule. Donc ce véhicule, il faut savoir l'entretenir. Si vous avez une voiture qui roule à diesel, vous n'avez pas idée d'aller mettre de l'essence. Il y aura des dégâts. Mais nous, les êtres humains, on va mettre du diesel à la place de l'essence parfois. Et le corps aura encore cette intelligence, je fais une métaphore, hein. Oui, je comprends. Le corps aura cette intelligence d'essayer de nous maintenir en vie. Alors que votre voiture, vous allez la casser tout de suite hein, si vous faites ça. Ben nous, voilà, c'est ça le problème. C'est que peut-être avec notre intelligence, nous sommes en plus habiles de nos mains, peut-être que maintenant ça nous joue un peu des tours. Regardez, je vous donne juste un simple exemple. À part l'homme, sur Terre, qui utilise le feu pour incendier ses aliments? Qui détruit ses aliments avec le feu, à part l'homme? Personne. Est-ce un privilège ou une faiblesse? C'est carrément ça. Parce que cuisiner, c'est pas mauvais. Ben, quand c'est cuit, c'est mort, monsieur. Je dis, monsieur Soulet, mets ta main au feu. Est-ce que ta main va rester en vie? Tu vas tuer ta main si tu mets ta main Donc au feu. il faut devenir un crudivore. Pour moi, si tu vas bien, fais comme tu veux. Mais le jour où ça va mal, reviens à ta nature. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus dire à qui que ce soit, même moi la première, hein, à dire voilà, on est fait pour manger comme ça, donc je vais rester comme ça, je mange que du cru. Je sais que je ne peux pas, je suis une gourmande. Donc j'aime bien aussi mes bons plats bien cuits et tout. Voilà, d'accord. Voilà, j'adore ça. Oui. Mais mon corps est capable, et ça s'apprend, de m'envoyer des signaux d'alarme quand comment ça s'appelle, le carburant que je lui mets, là, il n'en peut plus. Il dit, bon, ben là, on va faire le ménage. Et c'est ça que j'essaie de transmettre. Madame Oulouti, c'est vraiment succulent, c'est très intéressant votre témoignage. Vous aviez fini par trouver la bonne solution pour vos enfants. Solution autre que les médicaments chimiques. Ben, obligé de trouver la solution puisque ce qu'on m'a proposé, ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Hein, j'ai essayé toutes sortes de solutions et si vous voulez, je me suis rendu compte, et c'est ça essayer d'avoir la connaissance. Je me suis rendu compte que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est nous-mêmes qui fabriquons nos maladies. Donc la solution, c'est quoi? Ben, c'est d'arrêter de faire des erreurs. Les erreurs, c'est comment nous fonctionnons, c'est-à-dire on ne va plus dans le sens de la vie, on va à contresens. Je vous donne un exemple aujourd'hui, quand j'ai essayé de chercher un petit peu toutes ces écoles qui vont pouvoir me transmettre quelque chose, parce que je savais au fond de moi qu'il existait quand même quelque chose, je me rends compte que tout ce que l'on nous transmet aujourd'hui, il faut se méfier quand même parce que c'est plus de la cistana qu'autre chose. On ne devient plus responsable avec ce que nous apprenons. Aujourd'hui, tout est fait juste pour que vous puissiez consommer, que vous puissiez continuer vos erreurs pour être mal, et après vous allez utiliser un remède, mais vous allez être encore plus mal. Est-ce que par exemple vous savez que à chaque fois que vous utilisez... Vous êtes en train d'indexer peut-être les industriels, c'est ça? Oui, peut-être, je ne sais pas, mais le problème c'est que je pense que l'industrie pharmaceutique à la base, elle était bonne, parce que les médicaments c'est bien quand on est dans l'urgence. Si vous êtes accidenté, c'est super, merci pour les réparations. Mais là où est le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un petit peu mal au ventre. Allez, on a un peu mal à la tête. Allez, non, il faut une éducation. On a une diarrhée, il faut On a une diarrhée, oui, il faut, alors voilà. il semble que c'est pas ce qu'il faut faire. Mais alors ça encore, vous voyez, parce que attention, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Donc je vais vous donner un exemple sur la diarrhée justement. C'est pour ça que je vais donner cet exemple. Quelqu'un qui fait de la diarrhée, on est bien d'accord que quand elle fait la diarrhée, à la base, il faudrait faire la diète.
Le problème, c'est quoi? C'est que si vous laissez continuer la diarrhée, mais que vous continuez à manger comme un cochon derrière, votre diarrhée peut dégénérer. Et là, c'est là où il y a des problèmes. Mais dès lors où vous faites une diarrhée, vous arrêtez de mettre des aliments qui sont transformés dans le tube digestif, vous pouvez être sûr que votre corps est capable d'éliminer cette diarrhée. Une diarrhée, c'est quoi? C'est ni plus ni moins un aliment que le corps refuse de digérer. Donc il fait vite passer ça parce que c'est impossible de l'assimiler, pardon, je dis digérer, impossible de l'assimiler. Donc c'est une indigestion qui passe. Donc pourquoi arrêter ça, cette indigestion? Le corps qui se débarrasse de toxines, mais oui, parce que quelque chose est mauvais. Et la médecine conventionnelle propose de boire de l'eau à laquelle on a ajouté un peu de sel et un peu de sucre pour éviter la... Pour moi, c'est la catastrophe. La déshydratation. Alors pour moi, c'est la catastrophe parce que avant de parler de déshydratation, il faut d'abord voir la cause d'abord. C'est-à-dire que là, on est encore à la recherche du remède. Ça veut dire que pour moi, si vous commencez à prendre de l'eau avec du sel et un peu de sucre, on est bien d'accord que le sucre, déjà, il est transformé. C'est pas du sucre naturel. Donc là, pour moi, vous mettez encore un corps étranger. Donc pour moi, le sucre, lui, il va participer à la destruction. Et le sel, pour moi, va participer à l'irritation. Des fois, on fait des diarrhées. Vous voyez qu'au niveau du passage, ça fait des douleurs. Donc tout ça, c'est lié le sel. Vous savez, le sel, il est insoluble dans notre organisme. On a besoin de sel dans le corps, oui. Mais le seul sel que le corps a besoin, c'est celui normalement que le légume lui-même a puisé dans le sol. Le sel que nous prenons, le sel de mer que nous rajoutons dans notre assiette, il est insoluble dans l'organisme. Ça va se déposer au niveau des articulations et ça crée tout ce qui vous donne des douleurs dans le corps. Ça assèche la peau, ça appauvrit les cheveux, ça fait plein de dégâts, hein, le sel. Hein. Aussi, je suis complètement retourné de vous entendre dire des choses. On a l'impression qu'on se réveille, quoi. Ce sont nos yeux qui s'ouvrent. C'est ça? Ce sont nos yeux qui s'ouvrent. On est quasiment inquiet. Peut-être que c'est ce que vous recherchez, à inquiéter les gens pour qu'ils réagissent. Parce que nous avons l'impression que c'est ce que nous mangeons, c'est ce que nous buvons qui nous rend malades. D'ailleurs, vous allez jusqu'à parler, et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce langage-là? Mais j'ai compris que vous avez utilisé un langage accessible de tout le monde. Vous dites aliments cadavres. Oui, mais oui. Parce que moi, la première, quand j'ai commencé à découvrir un peu tout ça, vous vous rendez compte que je me suis dit, mais en fait, mes enfants sont malades, ok, ils ont une maladie héréditaire, ok, c'est héréditaire, ok. Mais par contre, c'est moi qui entretiens ça avec ce que je leur donne. Donc moi j'ai été scandalisée de savoir qu'un aliment cuit, un aliment qui est mort, il n'y a plus de vitamines. Moi j'étais persuadée qu'il restait encore, je sais pas, que quand je mangeais un plat qui était cuisiné et tout, voilà, un steak ou des trucs comme ça, ok, il va rester des protéines dans le corps, mais à quel prix on va payer ça pour récupérer de la protéine? Parce que nous, les êtres humains, c'est ça qui n'est pas bien. C'est qu'on va trouver qu'un produit, là, il y a un truc qui est bon dedans. On va le vanter, on va le donner. Mais par contre, on n'ose pas dire le mauvais côté. Donc, par exemple, quand on nous dit de manger de la viande, on cherche, qu'est-ce qu'on cherche dans la viande? On cherche de la protéine. Mais il faut savoir qu'il y a protéines et protéines. Vous allez manger, par exemple, une banane. Dans votre banane, vous allez avoir de la protéine. Mais est-ce que c'est la même protéine que dans la viande? C'est pas du tout la même protéine. Votre corps va mieux reconnaître la protéine qui vient des végétaux plutôt que la protéine qui vient de l'animal. Votre corps va récupérer la protéine de l'animal, certes, mais au prix de la souffrance. Donc vous vous rendez compte, pour moi c'est une catastrophe pour les repas, parce que moi à l'époque je sais qu'il fallait que je donne de la viande rouge, c'est ce qu'on me conseillait, parce que c'est ce qu'on savait. C'est ce qu'on dit aux gens pour donner de l'énergie. Non, pour moi c'est un ennemi. On voit bien aujourd'hui les gens qui font des AVC ou autres, on leur interdit de manger de la viande rouge par exemple, parce que c'est une catastrophe, c'est trop d'acidité. Vous mangez de la viande, votre corps baigne dans l'acidité. L'acide urique. Exactement, mais tout le corps même. C'est-à-dire que lorsque vous baignez dans l'acidité, c'est là où les maladies se développent. Un corps qui n'est pas acide, le corps lui-même est capable d'éliminer. Mais un corps qui est acide... La viande, il me semble qu'elle fournit plus de fer que les aliments végétaux. Alors vous vous rendez compte, il produit du fer, d'accord, mais à quel prix après pour être mal? Ah d'accord. Donc pour moi... C'est-à-dire ce qu'on gagne et ce qu'on perd entre... Il n'y a pas d'équilibre. Pour moi, on ne perd pas. Hein. Pour moi, la carence, pour moi, n'existe pas. De ce que j'ai compris vraiment et de l'expérience que j'ai pu faire.
on n'est pas carencé. En fait, le corps est capable de fabriquer des vitamines, des minéraux et autres. Il est capable de le faire, il a tout ce qu'il faut. Lorsque on dit maintenant que quelqu'un, par exemple, pour les repas, par exemple, carencé en fer, il n'y a pas de carence. C'est le corps qui est tellement encrassé qui fait que la cellule qui fabrique le fer n'arrive plus à fabriquer son fer. Il est gêné par le marécage sanguin. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut débarrasser le corps, nettoyer le corps, et le corps retrouve tout son pouvoir pour fabriquer le fer. Donc moi, à aucun moment je donne du fer. Parce que si je donne du fer, le corps est déjà marécageux, encrassé. Vous rajoutez, ça devient encore de la saleté en plus. Donc on ne s'en sort pas, et c'est pour ça que je ne m'en sortais pas avec cette maladie. Aujourd'hui, je m'en sors, mais parce qu'il y a un sens. Il faut aller dans un sens, le sens de la vie. Je sortais de l'école, j'étais allée en France pour trouver justement la solution, en tombant enfin dans une école où on vous apprend une logique de la vie. Et donc, quand j'ai capté ça, je suis rentrée à la maison de voyage. La première chose que j'ai fait, j'ai rassemblé mes enfants à la cuisine et j'ai dit à mes enfants, vous savez quoi? En fait, c'est moi qui vous rends malade. Ils m'ont regardé d'abord comme ça, c'est normal, je voulais choquer. C'était pour choquer. Mais comment ça? Je dis, vous avez une maladie héréditaire et en fait, moi, je ne savais pas que nous avons un tube digestif bien spécifique avec des aliments bien spécifiques. Donc, normalement, par exemple, là, vous buvez du lait, vous mangez des cornflakes, et vous savez, le lait, normalement, c'est fait pour le veau. Le veau, il a besoin de prendre 300 kilos en un an. Par exemple, 200 ou 300. Bon, enfin, c'est énorme en tout cas. Mais nous, avec notre petit corps qu'on a, vous vous rendez compte que là, moi, je vous donne du lait à boire tous les matins et ça veut dire que ça crée un excès de calcium dans le corps. Du coup, ça devient une poubelle dans le corps et votre corps ne peut pas supporter ça. Donc voilà pourquoi vous êtes malade. Ensuite, je vous mets des cornflakes. Si nous étions faits pour manger le blé, les enfants, on aurait un bec à la place d'une bouche. Donc là, on est allé chercher la graine. Comme on est intelligent, on transforme la graine. Nous sommes des transformateurs, mais parfois pas dans le bon sens aussi. Donc on va transformer. Là, on a fabriqué des cornflakes. Allez, du lait, des cornflakes. Là, on est en train de faire un cocktail de déchets dans le corps. Et mes enfants, ce qui est bien avec les enfants comparé aux adultes, c'est qu'un enfant, il voit vite la logique. Donc ils ont capté ça et ils ont voulu participer. Et mon fils qui me dit tout de suite, ah mais maman, lui il voulait juste une chose, c'est se débarrasser de la maladie. Donc si j'arrête ça, je ne vais plus être malade. Et à chaque fois je lui disais, ça dépend de toi. Je ne peux pas te dire que tu ne seras plus malade. Parce que c'est toi qui vas faire la démarche. Si je te dis ne bois pas du lait et des cornflakes et puis que tu me dis non, je ne peux pas supporter, il me faut mon lait tous les matins, je vais te laisser boire. Par contre, maintenant quand tu seras malade, je n'aurai plus pitié de toi parce que toi-même tu sais ce qu'il faut faire pour ne pas être malade. Donc c'était vraiment ça. Bien, on a connu deux familles. Une famille de personnes rangées, enfin de personnes qui font une profession, qui exercent dans des professions autres que la médecine. Okay. Et une autre famille où il y a un médecin. Okay. Alors la dame, elle nous a dit un jour l'effet négatif du lait. Oui. Le lait de vache, faut préciser. Oui, elle a eu un enfant qu'elle a nourri au sein. Cet enfant a eu, à un certain âge, il a grandi, il a arrêté. Son deuxième enfant, elle avait, vous savez, les femmes, quelquefois, c'est l'esthétique qui prend le devant sur... Bien sûr. Elle a laissé tomber, elle a mis l'enfant au lait... de vache. Voilà, de vache, on ne va pas faire la pub, c'est là que l'on met, etc. Bien sûr. L'enfant qui a bu ce lait de vache-là, du point de vue de sa structure, bien sûr. mais il ressemblait en rien à la demoiselle qui a grandi, qui a pris une belle peau. À l'école, elle était première, alors que l'autre avait des problèmes de croissance. Mais oui. À l'école, ça n'allait pas, etc. Et de par deux fois, on a eu ce genre de témoignage-là. Donc moi, je peux vous dire, je ne sais pas pour les autres, mais pour ça, c'est clair. Ouais. Ce lait-là, c'est un danger, je crois. Et en plus, vous avez vu, encore nous, les êtres humains, à part l'homme sur Terre, qui continue à boire du lait à l'âge adulte? On est terribles, nous, les êtres humains, mais je vous assure, moi, je peux vous en sortir un paquet comme ça de listes de tout ce que nous faisons et que nous sommes les seuls à le faire. Alors, on nous a peut-être donné une intelligence, mais est-ce que cette intelligence ne joue pas un peu trop les tours? Parce que moi, quand je vois les animaux quand même marcher à l'instinct, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus intelligents que nous quand même. Donc... Mais c'est vrai, donc à part l'homme, à l'âge adulte, on continue. Donc en faisant des recherches, j'ai cherché d'abord à savoir comment on en est arrivé à la bêtise de boire du lait. Parce que maintenant, aujourd'hui, je peux appeler ça une bêtise, c'est ce qui nous rend malade. En fait, avant, quand il y avait eu de la guerre, à la fin de la guerre, la nourriture venait à manquer.
Donc il y a eu toujours un malin dans le lot, et c'est très bien, dans l'urgence, qui a trouvé le lait de vache, qui a demandé qu'on peut consommer ça juste le temps de trouver des solutions. Mais le problème, c'est que quand les solutions ont commencé à arriver, qu'on a commencé à trouver de la nourriture et tout, il y a des malins qui se sont dit, ça c'est quand même un bon business. Hein. Vous avez vu, en Europe, aujourd'hui, je ne vois plus de publicité pour le lait. Mais en Afrique, on nous en met bien gros là. Hein. Buvez du lait, ça rend fort et tout. Pourquoi est-ce qu'il se passe des choses comme ça? Moi, je suis désolée, je me méfie aujourd'hui parce que il y a un non-sens quand même. Il va falloir qu'on apprenne à se réveiller parce que en Europe, ils savent que ce n'est plus bon. Hein. Oui. Et si quand même on prend des dérivés, par exemple, on ne prend pas du lait, mais on prend des dérivés comme le fromage, est-ce qu'on est toujours exposé? Est-ce qu'on expose toujours son organisme ou c'est un mal moindre? Quand vous allez bien, allez-y, il n'y a pas de problème, mangez tout ce qui est transformé. Mais quand ça ne va pas, moi je ne serais même pas pour le fromage. Parce que le fromage, ok, ça va être, vous allez vouloir aussi avoir de la protéine, de tout ça dedans. Mais pour moi, dès lors où c'est transformé, arrêtons quoi. Dès lors où on est malade, arrêtons. C'est vrai parce que moi on me dit, écoute, ne prends plus de lait, mais tu peux prendre du yaourt. Alors, à la limite, je préfère encore du yaourt parce que le yaourt, il est déjà un peu caillé. C'est-à-dire que quand vous allez boire le lait comme ça à l'état pur, avant d'être digéré, il faut qu'il se transforme en lait caillé. Là, vous buvez déjà quelque chose de caillé, donc il y a déjà une prédigestion. Maintenant, pour la digestion, je veux dire oui. Maintenant, pour tout ce qui est vitamines et tout ça et tout, pour moi, non. Je vais quand même, Madame Oluchi, revenir au texte, à la forme du récit. Ce que j'apprécie particulièrement dans ce récit-là, toujours en rapport avec votre générosité, c'est le fait qu'il est à la portée de tout le monde. Oui. Je donnerai ce récit à un enfant de 9 ans. Il pourrait s'en sortir aisément. Parce que le langage, il est simple, le langage, il est clair, le langage, il est honnête. Il est honnête et parce que justement, il est spontané. On n'a rien calculé, on n'a pas essayé de faire plaisir à qui que ce soit. Non. Et voilà pourquoi j'apprécie particulièrement la forme de ce texte. En général, pour se vendre, on essaie de trouver une syntaxe sophistiquée. Pour une fois, je suis content de ne pas trop souffrir pour apprécier un texte. Merci. Bien. Et je parle pour d'autres personnes qui souffrent pour apprécier le texte. Là, ce n'est pas le cas. On est heureux de lire, on est satisfait de comprendre parce qu'on apprend beaucoup. Oui. Ah oui, c'est un livre que je recommanderais à tout le monde. Hein. Mais Madame Oluchi, quand on regarde, on voit Béatrice Oluchi, on sait que c'est vous. Oui. Mais là, ensuite, on voit Séverine Panier, co-auteur. Comment vous êtes connue, son intervention dans ce livre-là, c'est quoi? Alors, en fait, si vous voulez, Séverine Panier, je l'ai connue justement dans l'école où on a pu m'apprendre justement qu'il y a le sens de la vie, la vitalité de la naturopathie telle qu'elle. Et Séverine Panier, elle était mon professeur à l'époque. Et si vous voulez, c'est quelqu'un que j'ai pourchassé parce que je voyais en cette prof quelqu'un de, je sais pas, je voyais une Africaine et pourtant c'est une Européenne. Je ne sais pas comment est-ce que je vais vous le dire. On la voit sur la 4e de couverture. Là. Donc j'ai vu l'Africaine en elle et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'ai voulu solliciter depuis très longtemps, mais c'est quelqu'un qui n'avait jamais le temps parce que voilà, elle devait transmettre aussi à ses élèves et tout. Et puis un jour, j'ai eu de la chance. Elle avait envie de m'interviewer par rapport à la drépanocytose de mes enfants et puisqu'elle faisait un reportage de Marchesso, sur Marchesso, elle m'a appelé pour me dire est-ce que je peux venir t'interviewer. Je me suis dit oh là là, ça c'est le ciel qui me l'emmène parce que j'ai toujours rêvé de travailler avec cette dame. Ça sera l'occasion pour moi. Donc j'ai attendu qu'elle vienne me voir. Elle a fait l'interview et tout. Et dès qu'elle a eu fini, je l'ai attrapée. Et là, je lui ai fait comprendre que là maintenant, on ne va plus se quitter parce qu'il y a quelque chose à faire. Donc pareil, au début, elle m'a dit non, qu'elle n'avait pas le temps. Mais quand elle a quand même pris le temps de regarder mon dossier, là, elle s'est rendue compte que voilà, il y a une transmission et elle est dans cette dynamique justement. Donc elle fait partie, c'est-à-dire qu'on est toutes les deux associées et c'est toutes les deux que l'on monte toute une équipe derrière. C'est-à-dire que si on a un pays qui aimerait pouvoir faire un village santé ou autre, et elle fait partie de cette équipe qui on est apte à monter et à vouloir transmettre. On reviendra. Même des papayers par-ci par-là. Donc si on veut, on peut. Donc, si vraiment vous êtes mal, vous pouvez vous en sortir, oui. Pour moi, oui. Parce que je suis désolée. Ici, en tout cas, on est au Gabon.
Moi, j'arrive encore à voir qu'on peut attraper les atangas, on peut attraper encore des avocats, là, ça va être la saison des menthes. Tout pousse quand même. Donc, passez des journées à manger quand ça ne va pas. Faites un essai, si un jour vous commencez à faire un rhume, arrêtez de manger tous les aliments transformés, des aliments cuits, incendiés, des aliments cadavres, arrêtez tout ça, mangez des aliments vivants. Les aliments vivants, c'est quoi? C'est que vous allez cueillir un fruit, vous allez le manger, là vous mangez de la vie. C'est-à-dire là, le corps va tellement reconnaître tout ça que le corps va capter, non seulement avec un aliment vivant, le corps va l'utiliser d'abord pour nettoyer, mais le corps va l'utiliser aussi pour fabriquer ce qu'il faut pour nous rester en vie. Donc pour moi, dire que ça coûte cher de manger des aliments spécifiques, pour moi c'est une fuite, c'est une façon de trouver une excuse. Mais pour moi, oui, si on veut vraiment manger des aliments vivants, c'est pas cher. Si vraiment on s'y met et qu'on s'y intéresse. Oui. Est-ce que le sport peut contribuer à la guérison? Ça sera toujours complémentaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas miser, comme font beaucoup de gens, de dire qu'il n'y a que le sport, on mange mal à côté, mais on fait que du sport, ben vous allez finir quand même avec de l'arthritisme. C'est-à-dire vous allez finir quand même avec l'usure des os parce que vous baignez dans l'acidité. Donc oui, faire du sport, mais à condition, tout doit être complémentaire. Maintenant, moi, je connais des gens, par exemple, au jour d'aujourd'hui, on leur dit de ne pas faire de sport parce qu'ils vont s'abîmer le dos ou vont faire ceci ou cela. Pour moi, le sport ne peut pas abîmer quelqu'un. C'est ce que vous allez consommer qui va faire que ça va vous abîmer. Maintenant, on est fait pour bouger, nous ne sommes pas des sédentaires. Ah, et le sport, c'est vraiment impératif. Ça fait partie du quotidien de tous les jours. C'est-à-dire que moi, j'ai vu, par exemple, une fois, j'ai eu une mamie qui était là, qui était toute fatiguée, qu'elle pouvait et tout. Elle avait envie de faire la naturopathie. Donc, moi, j'étais contente de l'accompagner. Je l'ai accompagnée et tout. Mamie a fait du sport. Pourtant, elle était handicapée, elle ne pouvait pas marcher. J'ai donné un balai à mamie. Mamie a mis le balai, ne serait-ce même que de le soulever, ne serait-ce même que de faire ça, ne serait-ce même que de faire ça avec son balai. Mamie était contente. Et elle s'est dit, ah, je ne pensais pas. Eh bien, c'est ça. C'est que même on doit bouger. Dans n'importe quelle situation, on doit pouvoir bouger. Il y a toujours des solutions. Madame Oluchi, on va passer à la deuxième partie, après une petite pause, hein, chers téléspectateurs. Madame Oluchi, quand on vous entend parler, on sent de la passion. Cette passion-là, est-ce qu'elle ne doit pas, parce que vous en avez parlé là, dans notre première partie, vous avez parlé peut-être d'instaurer ou d'installer des structures. Est-ce qu'il y a cette possibilité-là d'un village, une structure régionale, étatique, je ne sais pas moi, supranationale, en Afrique, au Gabon d'abord? Cette passion-là, on la sent chez vous. Est-ce que vous pensez à matérialiser ça par une structure qui permettrait, justement vous, avec une équipe ou des gens formés, de venir au secours des Africains et des gens mal nourris que nous sommes? Alors, pour moi déjà d'avoir fait ce livre, c'est vraiment une façon pour moi de montrer un peu à l'Afrique que retrouvons déjà notre nature, retrouvons nos habitudes, retrouvons notre culture, parce qu'on s'est trop éloigné. Maintenant, le fait de... Comment est-ce que je vais vous dire ça? Par rapport à la passion, moi j'aimerais bien en fait que s'il y a un pays d'Afrique, si possible, il y en a un qui se réveille. C'est-à-dire qu'il puisse voir quand même qu'il y a quelque chose à faire. Vous savez ce que ça va être? Une lumière dans l'ombre. S'il y a un pays qui arrive à capter ça, je pense que le monde entier serait capable de venir dans un pays pour dire que là, ce pays, ils sont dans le respect de la nature. Moi, je ne vais pas bien, je suis malade. Maintenant, stop, j'en ai marre, je vais dans tel pays parce qu'ils ont une autre façon de fonctionner. Et ça, je vous assure que c'est une lumière dans l'ombre. Et vous avez ce projet-là, vous, par exemple, au Gabon? Mais je rêve de ça. Si vous voulez, toute seule, je ne vais pas y arriver parce que je vais m'épuiser. Mais je vous assure que si l'on vient me voir en me disant que, ok, ben écoutez, on est prêt, on organise un truc, moi je veux bien diriger, il n'y a pas de problème. Et pas qu'un seul pays. Si tous les pays d'Afrique veulent faire ça, mais c'est super. Le monde entier viendrait en Afrique pour aller bien. Vous savez, quand on veut, on peut. Je vous donne un exemple. À l'époque, quand je faisais des consultations, j'adore les personnes. Parce que vous n'en faites plus. Ah oui. Beaucoup moins, parce que je vais me fatiguer sinon. Je vais beaucoup me fatiguer, je vous assure. Et je préfère faire une conférence, qu'il y ait du monde dans la salle, et puis que chaque question profite aux uns et aux autres, qu'une seule personne enfermée dans une salle. Et
quand je fais une consultation, il y en a pour 2 à 4 heures. Et vous faites des conférences? Ah oui, par contre, oui, je fais des conférences. Et je propose même souvent, même aux familles qui veulent s'en sortir, de faire une conférence spécialement pour la famille. Alors ça, en général, c'est super parce qu'on voit les petits-enfants, on voit voilà, toutes les générations qui sont là, qui posent des questions. Et puis souvent, les familles aussi comprennent pourquoi la maladie aussi, qu'est-ce qu'elle exprime. Parce que la maladie exprime aussi quelque chose au niveau psychologique. Ce n'est pas un hasard. Par exemple, la drépanocytose, c'est la maladie du clan. Ça concerne le sang. C'est pour ça que c'est le clan. Nous qui sommes parents d'enfants drépa, les enfants sont juste en train de nous rappeler que le clan, c'est important. Donc c'est une façon de réunir un petit peu la famille. Et si vous faites le décodage de toutes sortes de maladies, une maladie qui arrive à la maison, il y a le côté symbolique derrière. Souley. Oui. 5 minutes maximum. 5 minutes. Sujet très délicat. On va aujourd'hui parler de la nécessité de gouverner autrement. Parce qu'il faut rappeler en introduction ce petit classement de Freud concernant les professions. Freud nous fait savoir qu'il y a 3 métiers qui sont très difficiles, qui sont les plus difficiles. Gouverner les hommes, soigner les hommes et enseigner les hommes. Ce sont les 3 métiers très difficiles. Madame Oluchi, par exemple, a une grande solution pour la question de santé. Mais comment ça va se développer? Il y a beaucoup d'obstacles. Et elle reconnaît qu'elle ne peut pas faire ça toute seule. Donc, soigner les hommes, c'est vraiment difficile. Et je pense qu'il en est de même pour les gouvernants. Ce métier-là, l'exercice du pouvoir politique est très difficile. Mais il faut... Il y a beaucoup d'avantages. Non, c'est très difficile. Je pense que si les gens vont en politique... c'est justement... Ce que je vois, les véhicules que je vois, les maisons, les titres, etc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, faire la politique, c'est pas aussi compliqué. C'est ce regard sinon, il n'y aurait pas cette foule. C'est ce regard qu'il faut changer. Et c'est parce que vous applaudissez justement quand il passe avec ces signes de réussite, je mets entre guillemets. Oui, on a applaudi quand on était petit, mais aujourd'hui on a changé. Il y en a qui continuent à applaudir. Il y en a qui se tuent pour eux. Il y en a qui veulent aller en guerre pour eux. Il y en a qui veulent se battre pour eux. Et il faut changer cela. Il faut changer. Il faut les aider à réaliser leurs rêves. Parce que quand ils arrivent là, c'est vraiment des grands idéalistes. Qui font des promesses et qui veulent en réalité faire. Mais il se trouve que dans l'exercice du pouvoir, ils tombent dans des pièges. Et à la fin, ils sont enfermés. Pièges souvent causés par l'entourage. Il crée comme une sorte de bulle autour de lui. Mais moi, je n'exonère pas quand même ces chefs qui acceptent ça. Je pense qu'un chef, c'est quelqu'un qui de temps en temps doit aller à la fenêtre pour voir ce qui se passe dehors. C'est un peu trop facile de dire, voilà, c'est l'entourage qui fait que... Voilà, il faut de temps en temps aller à la fenêtre et voir un peu ce qui se passe dehors. Sans prisme. Les pièges sont nombreux. Les pièges sont nombreux. Si on les laisse dans leur bulle, ils vont s'enfoncer et on ne s'en sortira pas. Il faut les aider. Les aider, je pense que le faisant, on va tous gagner. Les partis d'opposition, au lieu de rapports d'opposition entre les partis, il faut plutôt développer des rapports de complémentarité. Ça ne sert à rien, cette basse-cour cacarnante à laquelle on assiste impuissant. Pourquoi s'entre-déchirer pour aider les veuves, pour aider les pauvres, pour sortir de la population de l'analphabétisme, pour lutter contre la maladie? Est-ce qu'on a besoin de s'entretuer? On peut se compléter simplement. On peut écouter l'autre, comme aujourd'hui nous avons écouté Mme Oluchi. Voilà. Excusez-moi, mais là je vais rebondir un petit peu là-dessus. Oui. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de la santé, moi je ne suis plus dans la lutte. Contre la maladie. On n'est plus dans une lutte. Voilà. Il y a juste besoin d'avoir des connaissances et puis juste appliquer. Comme par exemple, moi j'ai des personnes qui viennent me voir par exemple pour une consultation. Moi je préfère quelqu'un qui a cherché plein de choses.
Parce que celui qui a fait plein d'expériences, il est allé aux États-Unis, il est allé là-bas, on l'a soigné comme ça, on a fait ça, et qui n'a toujours pas trouvé de solution. Quand il arrive là, mais il a les yeux comme ça et il y a la prise de conscience, il a un électrochoc. Exact. Et ceux-là, ils cartonnent par contre après. Eux, ils s'en sortent. Moi, j'ai vu des gens avoir des cancers et leur cancer fondre. Voilà. Alors qu'ils étaient condamnés, par exemple. Et ils me disent, mais merci. Je dis, mais non, moi, j'ai rien fait. Moi, je vous ai juste donné les clés. C'est vous-même qui avez appliqué. Et vous avez vu, vous l'avez défait, votre maladie, tout seul. Et dans cette piste de réflexion que je trace, que j'essaie de présenter, comme elle le dit, c'est la complémentarité. Oui. Même en médecine. Mais oui, on doit être complémentaire avec on doit être complémentaire. Je n'ai pas apprécié qu'on rejette les propositions des praticiens, de ceux qui ont proposé. Alors les praticiens, par exemple, au village ou dans la forêt, il faudrait même réapprendre, il y a encore des choses à réapprendre. Parce qu'aujourd'hui, même un guérisseur, même un ganga qui prescrit des plantes ou autres, il va donner ça comme médicament. Oui. Alors que non. C'est pas comme ça que l'on doit faire. Et c'est ce que j'ai découvert justement. Voilà, et c'est ça. C'est pour ça que l'Afrique a des échecs avec ces plantes aujourd'hui. Oui. Les plantes marchent, mais il y a une façon de les utiliser. On ne doit pas les utiliser comme remède. Voilà. Il est là le problème. On doit utiliser ça comme accompagnement. Le tradit praticien présente la plante, elle apporte son savoir en matière d'utilisation de cette plante. Là, il y a complémentarité. Mais ne prends pas comme ça a priori au début. Non, on ne veut pas de ces choses-là. J'ai l'impression qu'il est en train d'amender ou bien d'être gentil avec les gouvernants qui nous écrasent tout le temps. Moi, je ne vois pas. Si change de comportement pendant leur règne, c'est parce que justement, ils ont toujours été comme ça. Seulement, ils ont trompé le peuple pour être élus. Il ne faut pas qu'on se prenne la tête. De toute façon, quand le gouvernant change, c'est qu'il l'a toujours été. Il nous a trompés et nous, on est contents d'être trompés. Parce qu'à chaque fois, il nous trompe et chaque fois, on reprend le même type de dirigeant. C'est ce divorce-là qu'il faut. Il faut régler. Entre les dirigeants et le peuple, il y a un divorce depuis quelques années. Depuis quelques années, je suis d'accord. Et il faut régler cette question. Chers téléspectateurs, vous avez entendu la chronique de Soulé. Nous n'avons pas la prétention de proposer des solutions, mais d'ouvrir un débat, de réfléchir. On n'est contre personne, mais il faut réfléchir. Et c'est cet appel-là qu'on lance. Appelez-nous, donnez-nous votre point de vue. Vous avez notre WhatsApp et nous vous répondrons. Madame Oluchi, merci d'être venue et de nous avoir ouvert les yeux. Innocente, Soulé. Merci Madame Oluchi, merci à... Chers téléspectateurs, c'est avec regret que nous quittons Madame Oluchi, mais elle reviendra. Passez une excellente soirée, à très bientôt. Au revoir.